Bonjour, mon cher Fabien. Salut Eric. Ça me fait plaisir, de faire cette interview parce qu'en fait, le dernier interview qu'on a fait, c'était en 2021, si tu te rappelles, Ah, ça date. quand j'ai présenté l'école, ma propre école et tu avais accepté de faire un échange avec moi, pour parler d'hygiénisme et puis, aujourd'hui, donc 6 ans après, on fait une autre vidéo. J'espère qu'on fera des vidéos à des fréquences plus rapides qu'une fois tous les 6 ans. Voilà et cette vidéo, en fait, va parler aussi de naturopathie, d'hygiénisme et aussi d'actualité, ton actualité et aussi mon actualité. C'est pour ça qu'il va y avoir 2 séquences. Donc en fait, la première question que j'ai envie de te poser parce que, les gens te connaissent en tant qu'hygiéniste. Tu es naturopathe aussi, hein, je crois? Ouais, formé à la naturopathie aussi, à Voilà, tu es l'hygiénisme au départ et à naturopathe la hygiéniste, naturopathie. voilà, naturopathe hygiéniste. Pour toi, la notion d'hygiénisme est très importante et moi aussi, parce que tous les naturopathes n'ont pas cette approche hygiéniste et c'est dommageable. Et puis, il y a aussi le fait que, tu es, à l'époque, je ne sais pas si tu étais éditeur en 2021? Ça faisait 2 ans, ça faisait 1 an et demi, ouais, 1 an et demi que j'étais éditeur, ouais. D'accord. Donc aujourd'hui, ben, tu nous parleras un peu, de ta maison d'édition et puis les grandes orientations que tu souhaites donner à tes activités. La première question, que j'aimerais te poser, c'est, comment tu définirais, le métier d'hygiénisme? Enfin, la profession d'hygiénisme, je parlerai de la naturopathie après, mais je sais que pour toi, c'est important cette notion. Alors, comment tu la définirais selon toi? C'est un éducateur de santé. C'est pas quelqu'un qui va agir de manière thérapeutique puisque l'hygiénisme, ça repose sur, l'équilibre homéostasique de la personne. C'est un auto-équilibre, on va dire, et donc on va stimuler les propres ressources de la personne. Donc on part du terrain, de la personne. Et donc, en définitive, on va pas lui administrer des techniques, on va pas lui, recommander des outils. On va, l'éduquer pour qu'elle choisisse, ou qu'on l'aide à choisir des principes d'hygiène vitale, que ce soit sur l'alimentation, la respiration, le repos, la relation sociale, le travail émotionnel, le travail Mmh. spirituel même et l'activité physique pour que son organisme se mette dans les meilleures dispositions pour qu'il puisse s'autoréguler. Donc on n'est pas dans un principe interventionniste, donc on fait de l'éducation à la santé. Idéalement, on fait de la prévention, mais malheureusement, le monde étant ce qu'il est, ben, on vient souvent nous voir, lorsque la santé commence à être déséquilibrée, à décliner. J'ai eu un rare cas là, il y a 2 semaines, une personne, en consultation, je lui dis: «Mais pourquoi venez-vous me voir?» «J'ai Tout va très bien et je voudrais que ça continue ainsi». Et là, c'est une personne sur, 500 qui vient nous voir comme Ouais. ça. Et c'est intéressant parce que sa santé commençait quand même à décliner, parce qu'il était 100 fruits, mais ça, on va pas rentrer dans la polémique ou l'anecdote, mais 100 quoi? fruits, Ah, oh, ouh là! ouais, voilà. Ben, pour moi, le métier d'hygiéniste, c'est d'avoir des connaissances, une grande base de connaissances, physiologiques, biologiques, avoir été initié et éveillé par, plus anciens et expérimentés que lui au départ, c'est-à-dire pas un savoir uniquement théorique, un savoir théorique et clinique. Et puis, bah, qu'il ait aussi ça, il est on va dire quelqu'un qui a acquis de la connaissance et qui fait de la pratique aussi. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, en effet, comme tu disais, il manque le principe de connaissance de l'hygiène vitale par l'hygiénisme et aussi la connaissance de l'anamnèse. Et l'anamnèse pour moi, ça se pratique, bah, dans le dur, dans le Mmh. toucher, dans le sentir, dans l'observation, dans le réel. Et moi j'ai en le pour le coup, je sais qu'on a des enseignants différents, mais qui ont tous la particularité, enfin nous, je parle, pour toi Eric et pour moi, mais ils ont comme point commun d'avoir, une connaissance et une expérience extraordinaire de plusieurs dizaines d'années. Donc moi, en l'occurrence, c'est Désiré Mérien, qui a Moi, aujourd'hui c'est André Pazbeck, comme tu le sais. voilà, André Pasbeck, qui sont de la même génération. D'ailleurs, Désiré, le premier livre qu'il a lu sur l'hygiénisme, c'est Pasbeck. Mmh. Mmh. Avant que Pasbeck s'ouvre à la naturopathie, et donc le livre qui a fait basculer Désiré Mérien, qui était uniquement biologiste à l'époque, donc dans le milieu des années 60, vers, l'hygiénisme, c'est d'abord la rencontre livresque avec Pasbeck et ensuite la rencontre physique avec Mosseri.
Il faut bien Ouais, comprendre, pour les gens qui nous écoutent, on parle d'une période qui a 60 ans, où les les sources d'informations sur l'hygiénisme étaient excessivement rares et il y avait quelques pionniers qui étaient là. Vous aviez, des revues, hein, la revue La Nouvelle Hygiène qui existait depuis, 52-53, qui amalgamait du yoga, des pratiques d'hygiène naturelle, des réflexions sur la spiritualité orientale qui commençaient à arriver en Occident, des traductions de textes américains, notamment d'Herbert Shelton, de T.C. Fry, de Tilden, par des anglophones qui pouvaient être, en l'occurrence, Gérard Nizet, mais également, Albert Mosseri, et donc il y avait très, très peu d'informations et les gens qui nous ont formés, Eric et moi, ce sont ces gens-là qui ont appris avec des bouts de ficelle et beaucoup, 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 beaucoup de travail. Plus qu'on arrivera à en produire nous-mêmes, c'était des gens qui avaient c'était un sacerdoce, énorme et gigantesque. Ils ont défriché à la fois l'hygiénisme francophone, mais également la naturopathie, bien aidés évidemment par le travail de Pierre Valenchin Marcesso qui a fait un travail de synthèse exceptionnel. Et donc, moi j'estime que ça a été une opportunité, je dis pas une chance, que les chances on se les crée, mmh d'avoir mh. pu, être formé en individuel, par, Désiré Mérien et dans son centre à Pleumeur où, il a accompagné 30 000 jeûneurs et où, j'allais avec lui faire les anamnèses, les consultations. Et donc Je j'ai vu, voulais Oui, oui, vas-y. voilà, et donc pour moi l'hygiénisme c'est ça, c'est, de remettre, constamment, on va dire son savoir en cause par l'évolution de la connaissance, et puis, ben, après, une grande observation, puis ensuite un grand clinicat et pour conseiller et non pas prendre le pouvoir sur l'individu, conseiller la personne pour qu'elle puisse elle-même comprendre pourquoi il est important qu'elle change des éléments dans son hygiène de vie afin que les processus d'homéostasie et l'auto-guérison puissent survenir. Ouais, ben, merci pour, cette belle définition qui était, large. Je voulais te dire, tu sais qu'il y a certains hygiénistes qui sont un peu puristes et qui disent que, il y a des préceptes de l'hygiénisme, c'est, la paix thérapeutique. La paix thérapeutique étant Mmh. le fait d'intervenir le moins possible. Mais le moins possible ne veut pas dire ne pas intervenir du tout. Et puis, il faut savoir une chose aussi, c'est qu'à l'époque de ces pionniers dont tu parles, Mosseri, Pazbeck, Shelton et j'en passe, en fait, on était dans un monde qui était moins pollué. Moi, je sais pas si, moi, ça fait donc cette année, ça fait 33 ans que je fais ce métier et lorsque j'ai démarré, cette activité, hem, lorsque une personne vient, nous voir, c'est pas comme un médecin qui vient, voir le médecin pour un symptôme. Nous, on fait nos clients patients nous disent, tout ce qu'ils ont. Alors ça peut être 4-5 symptômes. À l'époque, quand j'ai commencé mon activité, quand une personne avait beaucoup de troubles, elle avait 5-6 troubles, 5-6 symptômes. Aujourd'hui, elle en a 10-15-20-25. Donc on voit bien que si on n'utilise pas les biothérapies et les biothérapies, c'est plutôt apporté par la naturopathie, la Ouais. phyto, l'aroma, la nutrition, la micronutrition et j'en passe. On fait, l'hygiénisme que je ne critique pas et moi je la trouve fondamentale et dans mes consultations, il y a toujours un versant, hygiéniste et c'est pour ça que d'ailleurs que je pense que, les résultats sont probants parce qu'il y a de l'hygiénisme, il y a toujours un travail de terrain. Mais si aujourd'hui on n'a pas recours à des biothérapies, que certains hygiénistes puristes, nous critiquent parce qu'ils disent qu'on ne devrait pas intervenir avec des biothérapies, eh bien, les résultats peuvent être très compliqués à obtenir parce qu'il va falloir beaucoup plus de temps que si on peut intervenir avec une aide ponctuelle. Quel est ton avis là-dessus? Le fait d'associer l'hygiénisme pur, comme tu l'as apprise, avec des biothérapies qui vont booster au moins pour un certain temps et aider le client passant, parce qu'il faut savoir aussi que les clients passants sont très impatients, c'est-à-dire que s'ils n'obtiennent pas des résultats rapidement, ils abandonnent très vite. Donc il faut quand même, au-delà des beaux discours, leur donner confiance. Et qu'est-ce qu'il y a de mieux pour leur donner confiance? C'est qu'ils obtiennent au bout de quelques semaines des premiers résultats. Quel est ton point de vue là-dessus? Je vais renvoyer à l'enseignement de Désiré Mérien, donc la toute première
séance de formation en individuel. Moi, j'avais choisi de me former en individuel avec lui, Mmh. donc en face à face. Et donc il me dit: «Tu» j'enregistrais, petit magnétophone. Que les gens comprennent, hein, c'était il y a une exigence dont il fallait aller en Bretagne et puis c'était 100 € l'heure de cours. Ce qui est pour moi pas cher, mais de comprendre que quand on Euros? 100 100 francs? €, 100 €, non 100 €. À 100 €. Et donc mais c'était du nectar Et et donc c'était en quelle année ça? tout début 2010, Ah avant d'accord. même, Ah oui, oui, ouais, d'accord. il y a 16-17 ans, je sais plus, à peu près par là, ouais, 2009, je sais plus et on était en euros et donc il m'a dit: «Tu enregistres là?» Je dis: «Oui, oui, je veux pas en perdre une miette». Il dit: «Vaut mieux faire de l'hygiénisme sur un vivant que sur un mort». Et ben, ça voulait dire ce que tu as dit. C'est-à-dire qu'on va pas mourir pour un dogme ou une idéologie et on va pas faire mourir ou se dégrader les personnes pour notre idéologie. C'est ça. C'est-à-dire que tout a une limite. Donc lui, il est rentré dans le vif du sujet parce qu'il voyait des traits mal portants, c'est-à-dire beaucoup de cancéreux et il y en a à la suite de l'anamnèse, il leur dit: «Bon, je vais vous accompagner en hygiénisme pendant votre chimiothérapie». Les gens bondissaient au plafond. Moi, quand je dis ça, les gens qui sont intégristes ou ignorants, en général, l'intégrisme vient de l'ignorance, disent: «Tu n'es pas un vrai hygiéniste, Ouais, puisque tu es pour la médecine, académique officielle ou tu bricoles des fois avec la naturopathie». Il faut comprendre que pour certaines situations, c'est une course contre la montre. Si vous J'ai parlé de processus homéostasiques tels que la guérison. Ça repose sur un principe fondamental qui fait partie du duo de l'hygiénisme, c'est-à-dire la toxémie d'un côté et la force vitale de l'autre. Et donc, si l'individu n'a pas suffisamment de force vitale pour gérer sa toxémie, il ne s'en sortira pas s'il a une échéance rapide. Et il y a des troubles métaboliques, comme tu disais, de plus en plus présents. Les cancérisations en font partie en première ligne. Eh bien, où il y a une course contre la montre. Une de mes meilleures amies, hier, a commencé sa chimiothérapie, une chimiothérapie. C'est quelqu'un qui connaît l'hygiénisme, c'est quelqu'un qui connaît, le jeûne, c'est quelqu'un qui connaît tous ces principes-là. On va dire: «Oui, mais s'il avait tout bien appliqué», eh ben non, parce que l'existence, c'est pas si simple, que cela. Comme tu l'as dit, il y a 60 ans, il y avait pas autant de perturbateurs endocriniens. Là, en l'occurrence, c'est un cancer hormonodépendant. Il y a 60 ans, il y avait pas autant d'ondes électromagnétiques. Il y a 60 ans, il y avait pas autant d'aliments dévitalisés. Il y a c'est ça. 60 ans, on dormait plus. Il y a 60 ans, il y avait plus les biorhythmes. Il y a 60 ans, il y a plus d'activité physique qu'au grand air. Il y a 60 ans, il y avait des organes plus massifs, des plus gros poumons, des plus gros reins, des plus gros foies et donc des usines à filtration et donc on s'adapte, on se suradapte et on ne peut pas se permettre d'être, dogmatique. Si on a une personne qui a une grosse force vitale, on peut se permettre de lui demander d'aller appliquer l'hygiénisme stricto sensu et moi, beaucoup de consultations, je peux faire que de l'hygiénisme, mais si je me suis formé très rapidement à la naturopathie, c'est pas pour rien, c'est parce qu'il manquait une corde à mon arc et que l'enseignement théorique des premiers hygiénistes ne peut plus tenir. Moi, tout le monde me dit: «Oui, mais Shelton, il disait pas ça. Oui, mais Shelton, il disait pas ça». Donc Shelton, pour ceux qui ne savent pas, c'est le père ou le grand-oncle de l'hygiénisme aux États-Unis qui a fait un travail colossal et passionné, mais il est décédé en 86 ou 87, je crois. Donc il y a 40 ans. Donc en 40 ans, il s'est passé bien des choses et s'il avait continué à chercher, parce qu'il a eu une chute accidentelle de cheval qui a abrégé sa vie, s'il avait pu continuer à en chercher, il aurait sans doute été plus pragmatique. Sauf qu'on ne le saura jamais. Donc on ne va pas arrêter un savoir parce que la personne qui portait ce savoir est décédée. Donc c'est un mouvement vivant, l'hygiénisme et pour moi, il est, à l'heure actuelle, insuffisant pour la globalité des gens qui ont une force vitale dans les godasses. Je prends un autre exemple. Il y a des autres, approches thérapeutiques qui s'appuient sur la force vitale. L'ayurveda, la médecine chinoise, le qi, le mana, le ki, voilà, le prana, on l'exprime comme on veut, la force vitale, mais il y a aussi les homéopathes. Et moi, j'aime beaucoup d'homéopathes qui me disent: «Ben, aujourd'hui, les remèdes homéopathiques, on les teste dans les pays non occidentalisés, en Afrique, en Asie». Sous-entendu, là où les gens ont le plus de force vitale et là où ils peuvent manifester des réactions ou des réactivités somatiques. Ce qui est très dur Mmh. en Occident, parce que tu le vois, comme moi en consultation, les gens déjà pour tu as raison, 10-15-20 symptômes,
mais ils ne savent pas les nommer. Comment vous allez? Je sais pas trop. Sur une échelle de 0 à 10, comme je sais pas. Vous allez mal comment? C'est diffus, c'est pou je sais pas trop. Très dur. Et même leurs sensations. Donc trouver une description concrète, c'est faire une anamnèse aujourd'hui, c'est très compliqué. Parce que, ben, il y a une espèce de dissociation entre le corps et le mental ou le corps et l'esprit et donc il y a Mmh. déjà ça, c'est que la personne réhabite un peu mieux son corps pour se sentir et qu'ensuite c'est un amas de symptômes et ça demande, une autre, singularité et donc oui, l'hygiénisme est une merveilleuse pratique. Moi, j'appelle ça une philosophie de vie. Ce n'est pas une technique, c'est une philosophie de vie, c'est une perception du vivant qui vise à mimer écologiquement, comment on devrait se comporter, mais dans un environnement désastreux et ben, faut sortir, parfois une artillerie, supplémentaire qui s'appelle la biotechnique, comme tu le dis, avec des outils de naturopathie, ça peut être de la phyto, des plantes, des tisanes, ça peut être des massages, ça peut être aussi des techniques, La micronutrition. la micronutrition aussi, voilà, bref, plein d'autres choses. Donc, il faut avoir un regard pragmatique et pas avoir un quelque chose de romantique Mmh, mmh. sur une approche et c'est tout le danger et d'ailleurs c'est l'objet de mon dernier ouvrage, hein, qui rentre là-dedans, quoi. Faut-il manger comme les grands singes? Bah, voilà, c'est une question. J'y parle, hein, de Mosseri, hein, pour qui j'ai beaucoup d'affection et j'étais, ami avec son fils, heu, voilà, qui est parti, il y a quelques années, Alain. Donc il y a pas de souci, mais, il faut faire attention à ne pas faire rentrer de l'idéologie dans une pratique de santé. Parce que là, on se fourvoie, il faut être pragmatique et d'abord ne pas nuire. Voilà, il y a vraiment un mot que je trouve important, que j'ai envie de souligner, c'est le mot idéologie. En fait, quand, on consulte parce qu'en fait, il y a des éducateurs de santé que je nommerai pas ou des hygiénistes, qui donnent des conseils, sur internet, entre autres. Mais ils ne consultent pas, comme nous on le fait. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas au contact de la réalité quotidienne et individuelle. Et quand on est en contact avec la réalité individuelle de chacun d'entre nous, avec tous les troubles de santé, multiples et variés et des fois vraiment compliqués, qui sont le lot de la majorité de nos clients patients, là, on se dit que on ne peut pas rester dans la théorie et d'ailleurs, malheureusement, je sais qu'il y a des professionnels qui malgré, le fait alors j'en connais qui sont au contact de leurs clients patients et qui protopent. Il y a 100 clients patients, ils proposent 100 fois le même, protocole, Ouais. sans, aucune adaptation parce qu'ils sont, dans des règles, dans des dogmes et ça fait beaucoup de casse, ça fait beaucoup de casse Et dans le et sy donc et dans le simplisme aussi parce que mmh, quand j'honorais, Passebec ou Désiré, on parlera j'imagine, aussi de, quelqu'un qu'on apprécie, beaucoup, Omer Masson. Robert Masson et donc qui était un naturopathe pur et dur Ah et oui. ce sont Il n'était des pas hygiéniste lui, hein. Il ah était pas du vraiment tout. il utilisait les biothérapies et il obtenait des super résultats. Mais le point commun, c'est qu'ils étaient dans le clinical anamnèse tous les jours et c'était des C'est ça. bosseurs de dingue et donc on peut pas être bon praticien et être économe de travail. On peut pas Mmh, être bon praticien sans faire de la clinique quotidienne et on peut pas, être bon praticien si on remet pas en cause ce qu'on fait. C'est pour ça qu'il y a des évolutions et si vous lisez même parce que Mosseri, si vous lisez ses premiers ouvrages sur le jeûne et les 4-5 suivants sur le jeûne, les gens disent: «Mais c'est l'opposé». Mais oui, parce qu'entre temps, il y a eu la pratique. Donc au mmh, début, il mmh. était comme un ayatollah sur le jeûne à 42 jours et puis, 3-4 ouvrages suivants plus loin, on se rend compte que déjà c'est plus que 21 jours, qu'il a divisé par 2, ce qui est gigantesque, hein. 3 semaines comme vous donnez. Bah oui, mais au début il faisait le perroquet de Shelton, puis après il s'est dit: «Mince, il y en a pour qui ça passe pas» Il a et eu des soucis d'ailleurs, il me semble, avec certains de il a ses il a il a été emprisonné par 2 fois ouais, et il a eu plusieurs procès. Alors ça raconte 2 choses, c'est que, heu, sans doute est-il allé trop loin dans son idéologie. Ça raconte aussi qu'il a su, se battre pour ses idées, mais peut-être qu'il aurait dû changer d'idéologie à certains moments. Mais en mmh, tout cas, mmh. ça démontre aussi une ténacité, une pugnacité à croire dans ce qu'il faisait. On a le droit de se planter, hein.
Tout le monde a le droit de se planter. C'est pas bon, je rappelle, hein, toujours d'abord ne pas nuire, mais il faut avoir une passion, il faut avoir le feu quand on va vers les autres. Nous ne sommes pas des professions, médicales, nous ne sommes pas des professions scientifiques, donc nous devons avoir un fort intérêt sur tout ce qui constitue une personne. Et il n'y a pas que la biologie cellulaire ou que la connaissance théorique, mais il y a également la psychologie, l'anthropologie, heu, beaucoup de choses sur la paracommunication qui rentrent en jeu parce que nous devons nous baser là-dessus. Nous avons à la fois, heu, un domaine d'expertise, physiologico-biologique appuyé par, bah, de la connaissance validée scientifiquement et des autres choses où nous allons vers l'empirisme. J'ai parlé de l'homéopathie, j'ai parlé de la médecine chinoise et j'ai parlé de la médecine ayurvédique. Mmh. L'homéopathie a 200 ans, la médecine chinoise a 4 500 ans, l'ayurvéda a 3 500 ans. On fait leurs preuves. La naturopathie est plus jeune, pour autant, ben, on s'appuie aussi sur des racines hippocratiques, déjà avec des tempéraments il y a 2000 ans. Et donc c'est pas un problème, mais par contre ça demande, une solide remise en question quotidienne par rapport à la perception et à l'évolution de ces tempéraments. Parce qu'évidemment un sanguinopléthorique, on le voit ou on va dire un musculeux, on le voit presque plus que dans les livres. Mmh, Aujourd'hui, on mmh, voit des mmh. nerveux rétractés, donc faut s'adapter. Ah beaucoup, maintenant c'est beaucoup ça. Ouais, c'est ça. Mmh. On en voit, c'est le lot quotidien, des gens qui sont, Sous enfermés dans leur vital, boîte sous crânienne. vital, sous vital. Des sous-vitaux, donc qu'est-ce qu'on fait avec des sous-vitaux qui sont déjà déminéralisés et qui sont déjà Et qui ont nerveusement. pas beaucoup d'énergie pour, remonter la pente. Voilà, c'est ça. Donc là, faut faire du pragmatisme Mmh, mmh, et c'est intéressant et donc ça, faut regarder. Moi, je regarde, par exemple, beaucoup les images de l'INA, d'archives et je regarde les morphotypes de l'époque. Quand tu faisais des micro-trottoirs dans les années 60, je vous invite, hein, si vous regardez, disponible. Moi, j'ai la chance en tant qu'éditeur et réalisateur d'avoir un compte pro à l'INA, 4 millions d'heures, hein, d'archives. Et donc, je me régale, je me régale de regarder, ça et je me dis: «Mais oui, des mâchoires plus carrées, vraiment un anabolisme fort, ça se sent, ça se voit, ça se respire» et ou des photos sur la plage des années 60-70 où on voit les corps, hein, développés, sans passer, par Basic Fit. Et donc, ben, ça raconte quelque chose tout ça et évidemment, le savoir acquis dans ces générations-là par nos maîtres, à Eric, à moi et à peut-être d'autres qui nous regardaient, eh bien, il doit évoluer. On doit être plus pragmatique parce qu'on n'est plus face aux mêmes personnes et aux mêmes problématiques sociétales. mmh, mmh. Et puis il y a une chose aussi, c'est, je ne sais pas si c'est dans l'air du temps, mais beaucoup de clients patients font preuve d'impatience. Enfin, c'est un jeu de mots, patient, impatient, Mmh. mais parce qu'en fait, ils veulent des résultats, on est dans cette société immédiateté, c'est-à-dire, voilà, si le thérapeute ne contribue pas à ce que le client patient obtienne des résultats assez rapidement, c'est très simple, hein, il y aura pas de deuxième rendez-vous. Le client, il trouvera une bonne raison pour annuler son rendez-vous. Donc Et aujourd'hui, mett et plus que mettre jamais, 2 un mettre naturopathe hygiéniste doit être super bien formé. oui, puis mettre 2 étoiles sur 5 sur Google, je sais pas quoi, en disant: «Bah, c'est pas bon». C'est-à-dire que oui, on est dans une société du rendement, du moindre effort où en fait, tout est pensé pour l'économie. Où il faut qu'il fasse bon, dans la pièce, été comme hiver et on va pas prendre un livre, on va prendre une liseuse, on va prendre une IA qui va nous faire la synthèse. Tout va être, fait pour notre confort et notre résultat. C'est-à-dire qu'au bout de 3 clics, si on n'a pas trouvé ce qu'on voulait, on zappe et donc moi, je le vois en tant qu'éditeur. Là, je renvoie, quand je regardais l'immense bibliothèque de Désiré, il lit à 90 ans un livre par jour. Un livre tous les jours. Tous les jours, il y a un livre qui Mmh, tombe mmh, 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 et surtout, hein, ça peut être sur, la physique, l'espace, de tout, de tout. Bon, bah, ce sont des gens qui ont évolué avec l'objet livre. Aujourd'hui, c'est plus les podcasts et les vidéos YouTube regardées à 1,25 ou à 1,5. Moi, il y a des gens qui me disent: «Bah, voilà, pour écouter plus de vos vidéos, j'écoute à 1,5 ou 2 parce que vous parlez lentement». Je dis: «Oui, mais je choisis des silences pour qu'il y ait intégration parce que ce que j'ai dit avant, ça me semblait essentiel, donc cette respiration-là, elle n'est pas superflue». mmh, mmh, Et le but, c'est pas d'empiler du savoir, c'est de mettre du sens sur ce savoir-là et aujourd'hui, on a une multitude de savoirs, ce qui est super, hein, mais la plupart des choses ont quand même déjà été écrites et donc c'est de le laisser infuser ce savoir plutôt que d'essayer de l'empiler et en effet, la personne qui va
chercher une problématique de santé, elle a tellement une offre diversifiée, avec des gens qui lui promettent monts et merveilles avec tel complément alimentaire, tel jus, telle cure de je sais pas quoi, tel stage, telle visio, telle formation que, ben, oui, on va faire l'économie des efforts pour tout miser sur l'extérieur. Et c'est là où je Ouais. disais, pour moi, nous sommes des éducateurs de santé. Dans l'éducation à la santé, il y a pas que la transmission de conseils et de connaissances, il y a la motivation. Ce qui Mmh. va faire les différences, ça va être à quel point on va transmettre le feu sacré, la passion qui nous anime à la personne pour qu'elle ait la joie de transformer, on va dire son hygiène de vie, ce qui est chiant, hein, d'autant plus si elle a une famille, si elle a des routines déjà bien définies, mais qu'elle se dise: «Bah oui, c'est une étape là, pivot dans ma vie. Je suis à un carrefour de mon existence. J'ai Mmh. l'opportunité de changer quelque chose. Il va falloir que je me couche différemment, que je respire différemment, que je mange différemment, que je bouge différemment. Bah non, je vais prendre ça comme une joie» et donc ça, c'est le rôle de l'éducateur de santé et c'est une partie qui est complètement abstraite et qui fait plus appel à la psychologie et à l'humanité qu'à une quelconque connaissance technique. Mmh. C'est un métier que tu trouves, qui devrait être, revu et corrigé? Heu, ou à ton avis, la naturopathie et l'hygiénisme qu'on pratique tous les 2 est satisfaisante selon toi? On peut entendre 2 questions, c'est-à-dire que, ben, on peut observer que la naturopathie est en déclin. C'est net parce que beaucoup d'écoles ont fermé, beaucoup d'écoles ferment. Avant, c'était des promos il y avait 2-3 promos par an. Maintenant, c'est une demi-promo par an. Ça, on l'a vu en 5-6 ans. Il y a plein de raisons à cela. Il y a des raisons, externes, il y a des raisons internes. En tout cas, elle doit bouger, elle doit s'adapter. On est moins sur des classes comme je disais, bah, là, c'est plus question d'avoir des cours en individuel. Maintenant, c'est beaucoup de e-learning. Donc ça, c'est une adaptation à la société. Ben, les frais de transport sont plus chers, les frais d'hébergement sont plus chers. On est dans un rythme d'immédiateté où on se dit: «Oui, mais le temps de transport, ça va être du temps de perdu pour X ou Y raison». C'est quelque chose de enfin bref. Mais il y a une chose aussi, je pense, c'est une forme de certitude que ce que je disais juste avant, cet aspect humaniste a été aussi un peu perdu au profit du profit et de la vision, technique et administrative de la naturopathie. Moi, je le dis très net, j'ai été choqué, de voir que, pour des remises de diplômes pendant le covid, les naturopathes diplômés étaient obligés de porter le masque. Moi, ça a montré une cassure. J'imagine qu'il n'y a pas que moi qui ai été blessé par cela. On parle de terrain, il y a beaucoup d'écoles qui ont très fortement recommandé à ce que leurs élèves, soient injectés, au détriment, bah, on va dire du libre arbitre de chacun et puis de la connaissance de terrain. Mmh, mmh, Donc, bah, il y a des personnes qui ont pu voir ça comme une forme de trahison ou de soumission, ce qui est audible et puis de se dire: «Bon, ben, les gens sont un peu tous les mêmes». Ce que tu disais, ben, on a nos protocoles et puis on les applique et on en oublie la singularité de l'individu. Ce que je disais, c'est que hier, par exemple, une consultation d'hier, c'était une femme de 50 ans, pas d'énergie, donc elle m'appelle et puis elle a plein de questions sur la nutrition. Donc, ça a duré 1h30, 1h25 la séance. Nous n'avons pas parlé de nutrition et d'alimentation une seule seconde, pas une seule seconde. La personne était coach sportive, était très bon truc. Je dis: «Mais c'est pas ça qui est à faire». Très vite, on a arrivé sur le côté émotionnel et sur des schémas qui se réitéraient et donc là, il faut avoir une oreille, fine, il faut avoir une oreille, je dirais, humaine, humaniste et pas technique, sinon on est vite très grossier. mmh. Et donc, il faut faire attention à ce que la naturopathie, dans sa recherche de validation, de reconnaissance, par les instances, nationales, par, peut-être d'autres thérapies avec qui elle se met inconsciemment en concurrence. Fasse beaucoup de compromis, quoi. Ou attention au compromis puisque là, on perd sa substance. Je Ouais. répète, lisez Marchesso. Lisez Marchesso et les premiers écrits, écoutez la fibre, la passion et la joie de ces personnes à communier, pas à communiquer, mais à communier, de leur enthousiasme à dire: «Mais on peut résoudre un nombre incalculable de problématiques de santé, simplement en changeant l'hygiène de vie et quelques approches, complémentaires naturelles».
C'est il y a Mmh. vous trouvez quelques encore l'INA, vous trouvez quelques écoutez comme s'exprime Marchesso. Lisez les livres, de Passebec, de Mérien. Je parlais d'envolées, romanesques. Bon, bah, là, on mais c'est pas grave, au moins ça veut dire qu'il y avait une fibre qui transpirait au-delà de l'aspect mécanique, humain et je pense que le renouveau de la naturopathie et à plus forte raison de l'hygiénisme, passera aussi par ce côté, humain et donc un de mes prochains livres qui sort cette année s'appellera «Posture et éthique du praticien naturopathe». Pour développer ce que je dis là et dire: «Attention, nous ne sommes pas que des techniciens». Si tu me permets, je voudrais, rebondir sur ce que tu as dit. J'ai le sentiment que peut-être qu'il faudrait le nuancer. Tu dis, que la naturopathie est en déclin. Moi, il y a pas De manière longtemps, globale et chiffrée, hein. déclin, attention, chiffré? Ah bah, Il y a c'est moins de demandes de l'école naturopathes? l'école d'Argère a fermé, le Sénato a fermé, beaucoup de des promos Mais il d'Euronature faudrait voir ça au niveau national. Il faudrait pas le ah bah, au voir, niveau parce que national, c'est sûr, certain. C'est moi pour juste pour info, tu penses j'enseigne qu'il y a une désaffection sur non, le type nat c'est multifactoriel, c'est-à-dire qu'il y a déjà avant, il y avait beaucoup de prise en charge par les des CIF, oui, congé individuel les formation acidiques et cetera, ouais. et donc bah, Maintenant, ça ils n'interviennent plus du tout, ouais. ouais et ça y est plus du tout donc il y a beaucoup de moi, j'ai enseigné dans plus de 7 écoles, il y en a beaucoup qui ont fermé et il y en a beaucoup qui ne peuvent plus maintenir une promo en et donc bah, par exemple, le Sénato de Daniel Kieffer a fermé. Au-delà de son décès, l'école déclinait. L'école d'Argère de Pau-Neuf a fermé il y a 1 an et demi, que l'école historique qui a repris Marchesso, donc symboliquement, Par c'est très fort, quoi et alors qu'ils arrivaient des fois à 2 promos et c'est une école qui avait et bon, il y a une, on va dire une, filiale à La Réunion par Gladys d'Argère qui persiste, mais faut voir la qualité d'enseignement, hein, dans cette école et j'ai pas de je j'ai pas enseigné à Pau-Neuf, mais j'avais une admiration pour le contenu parce que c'était, transmettre l'hygiénisme naturopathique, le vitalisme, de Marchesso à la virgule près et avec des commentaires de professeurs et tous les étudiants que j'ai vus aller là-bas et bah, malgré la qualité d'enseignement, ça a décliné. mmh, Donc il y a quelque chose dans l'air où les gens se disent: «Dans ce contexte-là, est-ce que je pourrais pratiquer la naturopathie? Est-ce que dans ce contexte-là, est-ce que je suis capable de me prendre en charge pour me soigner?» Il y a beaucoup de questions. Alors ça fait un tamis, il y a beaucoup d'élèves qui continuent à être motivés. Moi, j'échange tous les jours avec plein de naturopathes et je continue à former des naturopathes dans des écoles, puis avec mes propres formations. Mais tu as une statistiquement, école de naturopathie? alors moi, j'ai des formations avec des modules, mais j'ai pas une école D'accord. de naturopathie, donc c'est sur Exuvie Formation, j'ai une quinzaine de modules, je sais pas, je dois avoir 300 heures et je fais du mentorat, de la supervision, mais reste que statistiquement, numériquement, on peut dire que plus de 2 tiers en 3 ans, les 2 tiers des étudiants ont diminué, voire les 3 quarts. Ah oui, Mais moi j'ai l'impression que toutes les écoles que tu as citées, c'était des écoles en présentiel et maintenant, c'est mmh essentiellement le e-learning, c'est-à-dire le distanciel qui a récupéré c'est ça. ces Bah, comme l'école, élèves. Naturadeo qui a ouvert, ses portes là en, je crois, septembre ou octobre dernier. Et donc il y a plein de c'est une adaptation à la société de faire, comme tu le fais toi, de faire du e-learning avec, quelques moments en présentiel et je pense qu'aujourd'hui faire du présentiel pur, c'est très compliqué et qu'il y a des écoles historiques qui ont eu du mal à transiter, mais n'empêche que même celles qui font, sur la base de e-learning ont vu leur nombre baisser et moi je pense que dans tout cela, c'est le sens de ce que tu fais aussi, c'est-à-dire de revenir à des fondamentaux et Mmh, pas par peur aller vers ce que j'appellerais de la naturothérapie verte. mmh, C'est-à-dire du sym de la symptothérapie, non allopathique. mmh. Moi, je pense qu'il y a, aujourd'hui, il y a tellement d'écoles, qui se concurrencent sur internet que, le choix des élèves et des potentiels élèves est compliqué parce qu'ils sont séduits par, énormément d'effets marketing. Mais concrètement, est-ce que c'est les effets marketing qui vont devenir un bon ou mauvais naturopathe? Et en fait, moi, je pense qu'il y a un seul élément qui, peut, juger d'une école, en fait, de la qualité d'une formation, c'est au moment et malheureusement, c'est quand l'élève sera formé,
s'il arrive régulièrement à obtenir des résultats de manière récurrente, Ouais. souvent en première consultation, à ses clients patients. Si vraiment il le fait, ça veut dire qu'il a été bien formé et qu'en plus de ça, l'élève s'implique bien. Par contre, moi, je vois des naturopathes qui viennent sur mon groupe Facebook et qui demandent de l'aide parce qu'ils n'arrivent pas à régler des Mmh. problèmes qu'ils ont en consultation. Et là, on voit la vraie difficulté, c'est-à-dire que qui va être juge et par qui, parce qu'on fait, on est juge et partie. Quand un élève affirme que son école est exceptionnelle, il juge quoi? Il juge les cours, il juge les rapports avec les profs, mais s'il manque des choses dans son cours, Bah, ou si il peut les ne pas choses le sont savoir. erronées, il n'a pas les moyens et le recul Ouais. pour le juger. Donc, en fait, il va valider sa formation et c'est des choses qui vont se répéter, répéter, répéter. Et moi, je vois aujourd'hui qu'il y a énormément, moi, je suis malheureusement obligé de le dire, énormément de naturopathes aujourd'hui ne sont pas à niveau. Et ce n'est pas leur faute, c'est que la formation est problématique. Et ça, c'est en relation avec ceux qui ont conçu la formation. Bah, il y a tout ce que tu il y a plusieurs choses, hein. C'est que heu, moi, je me suis retrouvé dans des écoles que je ne soulignerai pas, c'était il y a plusieurs années, où, bon, on venait me chercher en tant qu'enseignant, pour 2 choses, ou 3: la connaissance que j'avais, l'expérience que j'avais, puis l'image que j'avais, ce qui ramenait du monde aussi. Mais il y a, comme tu dis, il y a un schéma très concurrentiel dans les écoles de naturopathie. Donc la concurrence se fait sur le contenu, elle va se faire aussi sur le prix. Et donc qu'est-ce qui coûte le plus cher à une école? C'est les salaires des formateurs. Voilà. Et moi, il y a une ou des écoles qui m'ont dit: «Écoute, on va plus bosser avec toi, l'année prochaine». Alors tu signes des clauses où des fois tu peux toujours regarder, mais en gros, on garde ton contenu, tes supports de cours, et c'est quelqu'un d'autre qui va enseigner. Des fois on me disait qui, des fois on me disait pas qui, et je me suis retrouvé certaines années à ce que ça soit un élève non diplômé, donc il n'a pas eu son diplôme, qui a échoué, à l'examen final, qui reprenne mes cours pour les donner l'année suivante. En gros, c'est on tu as pas le diplôme, si tu bosses pour pas trop cher, pour 10 € de l'heure, tu transmets juste les cours de Fabien auxquels tu as assisté et tu les dis. Et donc moi j'étais véhément, et pas seulement parce que je perdais, des heures, je m'en foutais parce que moi j'ai de la chance d'avoir un emploi du temps qui est archi blindé. Hem, je dis: «Oui, mais là, il y a une dépréciation de la qualité». On me répondait: «Mais non, c'est le même contenu». Je dis: «Oui, mais moi j'ai 5 000 6 000 consultations derrière, c'est pas, ça n'a rien à voir, c'est pas, et puis c'est du contenu qui est maîtrisé, c'est si on me pose une question, je vais Bien savoir y sûr, répondre». bien sûr, bien sûr. Et donc, j'ai vu ça. Et donc, oui, l'enseignement, il est, vous avez un sommaire sur la page internet qui vous dit telle, 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 telle chose, mais par qui ça va être Mmh. enseigné? Par qui ça va être transmis? Est-ce que la personne, elle va être passionnée? Est-ce que la personne, elle maîtrisera sur le bout des doigts ce qu'elle enseigne? Est-ce qu'elle aura de l'expérience et du vécu? Et ça change, tout, ça change, tout. Donc, évidemment, toi, si tu dis: «J'ai 33 ans de consultation derrière», ça fait combien de milliers, de milliers, de milliers, de Des milliers? dizaines de milliers de consultations. Voilà, donc c'est ça que les gens mesurent pas, Mmh. toujours. C'est que nous sommes dans quelque chose qui n'est pas que théorique. Nous sommes dans quelque chose qui est très, très, très infiniment pratique puisqu'on est sur de l'anamnèse. Et donc, des fois, il y a des médecins qui me disent: «Mais qu'est-ce que vous foutez pendant 1 h 30?» De manière très pédante. Je dis: Ce que vous ne faites pas pendant 10 minutes, Ouais. c'est pas plus compliqué, en fait. On va poser, des dizaines et des dizaines de En questions». fait, moi, la seule réponse que je répondrais à une personne qui me dit ça, mais vraiment pas de manière orgueilleuse, c'est les résultats qu'on peut obtenir en naturopathie, hygiénisme. Et C'est ça. par exemple, une corexose bilatérale qui s'est régénérée en 6 mois, c'est pas donné à tous les praticiens. C'est pas pour me vanter ou quoi que ce soit. C'est pour vous dire qu'un travail bien fait, ça paye derrière. Et qu'est-ce qu'on fait pendant 1 h 30? Eh ben, on se donne les moyens de contribuer à des résultats des fois, je ne dis pas qu'on obtient ça tous les jours, mais ce genre de résultat, c'est pas du n'importe quoi, c'est pas du charlatanisme, ça correspond à un véritable travail d'anamnèse et après et c'est pas exceptionnel, hein, je veux dire, c'est pas on n'obtient pas ce genre de résultat tous les jours, mais c'est pas non plus exceptionnel et Mmh. donc pour obtenir ce genre de résultat, il faut déjà changer de paradigme, il faudra arrêter de s'acharner sur le symptôme
et quand on corrige le terrain et 1 heure et demie en réalité ça passe très vite Ah et oui. souvent, moi je dépasse l'1 heure et demie et ben, qu'est-ce qu'on fait pendant 1 heure et demie? On corrige le terrain et après on obtient des résultats, qui peuvent, bluffer, et qui bluffent pas les gens parce que, on est des charlatans et qu'on invente des résultats. Ils bluffent les gens parce que le résultat est réel, authentique, mais il y a toute une logique derrière qu'il faut savoir analyser. Le mot de la fin, qu'est-ce que tu pourrais dire pour synthétiser tout ton discours là depuis tout à l'heure? Bah, c'est de dire que ne déjà nous sommes jugés sur les échecs des autres en général, puisqu'on vient pas nous voir pour la prévention, donc nous Mmh, avons, à nous retrousser les manches. Nous sommes face à des gens qui ne sont pas remboursés, donc qui ont un degré d'exigence supplémentaire mmh, et qui ont une usure vitale, supplémentaire en début par rapport au début de parcours thérapeutique. Donc il faut, être confiant de ses moyens et se donner les moyens. Donc c'est d'être vraiment passionné, développer une grande passion et trouver quelque chose qui ressemble à un mentor ou, quelque chose qui nous fait accrocher et d'être un perpétuel étudiant. Ça, c'est vraiment la chose qui, pour moi, est fondamentale. Moi, je vais me reformer de manière universitaire là, dans les jours qui arrivent, je refais un dossier d'inscription pour un master. Ça m'est important pour, continuer de prendre, et on pourrait se dire: «Bon, bah, si tu nous dis que ton emploi du temps est blindé, quel est l'intérêt de faire cela?» Oui, mais la conscience et donc la conscience et donc ben, oui, je continue à écrire, je continue à chercher, continue à douter, je continue à remettre en question, je continue à me mettre en lien diplomatique avec d'autres disciplines. Il y a 10 jours, j'étais à un congrès d'homéopathie. Bon, bah, il y a des cas de terrain, il y a un médecin indien qui vient là et donc on faut être extrêmement poreux. La naturopathie possède 10 techniques, ça veut dire qu'elle est ouverte, elle est poreuse de manière, permanente. La société évolue, la psyché des gens évolue, leur force vitale évolue, les sources de toxémie évoluent et nous devons évoluer en permanence pour être au plus proche des besoins des personnes qui viennent et qui nous font confiance et qui nous dédient leur chose la plus précieuse, c'est-à-dire leur bien-être. voilà. Et donc, eh ben, il faut avoir, beaucoup moi, tous les gens qui viennent me voir, je finis en disant: «Je vous remercie pour votre confiance». C'est exactement ce que je dis à mes clients patients et aux personnes qui s'inscrivent dans mon école. La gratitude en fait parce que c'est une histoire de confiance de venir nous consulter. Bah, il nous confie quelque chose quand, vous n'allez pas bien, vous mettez beaucoup d'espoir dans l'attente d'un rendez-vous. Bah, gardez ça en tête quand vous, pour vos proches, comment vous voudriez qu'un praticien entreprenne la personne que vous aimez le plus? Ouais, Et ben, moi, j'essaye de faire ça, c'est pas toujours facile, des fois on est fatigué, des fois on a la tête en l'air, pas la tête ailleurs. Moi, je me dis: «Mais cette personne, elle a attendu, 3 mois son rendez-vous». Et il y en a qui me disent: «Ah, je suis content». Commence comme ça, avant presque bonjour: «Ah, je suis content, hein, je suis content de vous voir». Ils regardent, ils touchent, «Ça fait 3 mois que j'attends le rendez-vous». Donc tu dis: «Bon, bah, là, faut que tu sois au taquet, quoi». À l'impossible, nul n'est tenu. Par contre, de donner son meilleur et puis de pas mettre d'idéologie, parce que je dis: «Je peux pas, je vais pas pouvoir, laisser, d'éteindre quelque chose sur cette personne qui ne soit pas juste. On n'est pas parfait, loin de là, mais en tout cas tenter de donner son meilleur avec la connaissance et de manière humaine en se disant: «Bah, cette personne-là, ça pourrait être mon cousin, mon frère, ma mère, et cetera». Moi, tout le monde dit: «Il faut pas faire de transfert». Moi, je suis pour le transfert systématique. Je pousse le curseur de transfert à fond en me disant: «Cette personne-là, je vais l'entreprendre et être aussi franc et direct et plein et total que je le serais avec un de mes proches». Donc voilà ce que je laisserai, puis honorons, les anciens, qui ont tracé le chemin et pour nous, c'est beaucoup plus facile de parler de naturopathie qui a encore 40, 50 ans. On se fait traiter un peu de charlatan, mais ça va. On peut quand même, communiquer sur les réseaux sociaux, faire plein de choses et ils en prenaient, plein les dents, donc honorons aussi ceux qui ont tracé la voie du savoir. un grand merci mon cher, Fabien pour, ton intervention et j'espère que ça fera réfléchir, les auditeurs qui te suivront. Merci à toi et puis à bientôt. Bah, merci à tous. Bye bye.